Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Comme chaque semaine, je vous le répète, à chaque fois, je compte sur vous pour assurer le succès de cette émission. Aussi, je vous demande de commenter juste en bas de la vidéo, bien sûr de partager au maximum de personnes et puis surtout de cliquer sur le pouce en l'air. Alors vous l'imaginez bien, cette semaine, après un an de conflit ouvert en Ukraine, nous allons faire le point. Où en est-on sur le terrain? Le monde est-il durablement fracturé? Peut-on encore espérer le retour de la paix? Nous allons essayer de voir toutes ces questions. C'est parti. Et à mes côtés aujourd'hui, Laurent Henninger. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien militaire. Alors Laurent Henninger, depuis un an, les troupes russes sont entrées en Ukraine. Aujourd'hui, les commentateurs disent à peu près tout et son contraire. Est-on capable de faire un point sur la situation sur le terrain et de regarder cette situation au regard des espoirs et des espérances du camp russe? Oui, c'est possible. Bien sûr, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Déjà, il faut faire l'effort de chercher à changer de source d'information, à s'informer. Et je ne dis pas nécessairement qu'il faille aller voir les médias russes. Hein, d'ailleurs, c'est pas. Ils font eux aussi beaucoup de propagande. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Mais il y a tout un tas de médias ou d'individualités qui, même en Occident, ont un point de vue qui n'est pas pro-ukrainien, qui tend vers l'objectivité. L'objectivité parfaite, de toute façon, on n'y arrive pas, mais oui, et moi, je sais que la plupart de mes sources de ce point de vue-là sont américaines, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup plus de liberté aux États-Unis, sur ce plan-là, qu'il n'y en a en France, ou même dans le reste de l'Europe. Il y a même eu des tribunes dans le New York Times, qui est pourtant un média, tout ce qu'il y a de mainstream et de respectable, comme on dit. Il y a des commentateurs, y compris des militaires américains, en retraite la plupart du temps, mais pas forcément en retraite depuis 30 ans, c'est pas forcément des vieux, des très 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 vieux messieurs Kakoshim, qui disent des choses tout à fait intéressantes. Il y a en France tout un tas de gens qui développent un regard critique. Donc c'est possible. C'est possible si on donne un peu de mal. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a plus de pluralité d'opinions aux États-Unis, précisément parce qu'au sein de la classe politique, on est beaucoup plus divisé que dans le camp européen? Je pense, oui. Je pense que c'est l'une des raisons majeures. C'est l'une des raisons majeures, mais il y a aussi une... Bon, je ne suis pas un grand admirateur de l'Amérique et tout ça, mais vous savez, malgré tout, il y a plus de traditions de liberté, de la presse, de tout ça aux États-Unis, et c'est très réel, hein. C'est très réel, et c'est un adversaire de l'Amérique qui vous le dit. Hein. Là, pour le coup, j'essaye d'être objectif. Oui, il y a ces traditions-là. Et puis en plus, c'est vrai que la classe politique est relativement divisée. Aujourd'hui, concrètement, on a un soutien sans faille de la part du camp démocrate. Mais on sait que du côté du Pentagone, par exemple, les voix qui s'élèvent sont assez fréquentes. Tout à fait. Mais il y a les deux au Pentagone. Hein. Il y a aussi ceux qui sont à fond dans le discours officiel, anti-russe, et tout ça. Hein. Ce sont généralement des généraux très très haut gradés d'ailleurs. Mais oui, c'est globalement les démocrates et les néoconservateurs à l'intérieur du camp républicain. Qui eux sont... tous, c'est-à-dire démocrates et néoconservateurs, sont dans une véritable hystérie anti-russe, anti-Poutine, qui est complètement délirante, et qui rentre en résonance parfaite avec ce que disent certaines personnes en Europe, notamment qui vont jusqu'à dire il faut démanteler la Russie. Il faut démanteler l'Empire russe, etc. Ceux qui sont les pires en Europe de ce point de vue... Au niveau des oligarchies dirigeantes et des gouvernements, hein. Je ne parle pas au niveau des individus, ce sont les Polonais. Bien sûr. Et les Britanniques. Ce sont deux pays qui ont une vieille tradition anti-russe. Alors les Polonais, on arrive à comprendre. Mais, oui et non. C'est compliqué, les Polonais. C'est compliqué.
Bon, les Anglais, il faut savoir qu'ils ont une vieille tradition anti-russe, évacuons ça rapidement, qui date grosso modo de 1815. C'est-à-dire qu'au sortir des guerres napoléoniennes, pendant lesquelles ils étaient alliés à la Russie contre l'ogre corse, et ils ont même financé la Russie, de même qu'ils ont financé tous les adversaires de Napoléon. Après 1815, il n'y a plus de danger napoléonien. Et le nouvel ogre qui les gêne, qui leur fait peur et tout ça, c'est la Russie. Et la Grande-Bretagne va être quasiment en état de guerre froide avec la Russie tsariste tout au long du XIXe siècle. Ça, c'est même eux qui soutiendront les Japonais contre les Russes dans la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Bon. Et alors ensuite, quand la Russie va devenir soviétique, alors là, ça va se déchaîner. Bon. Même pendant les années de guerre froide, souvent, et ça je le tiens y compris d'amis militaires, notamment de marins, me disaient que les plus fous pendant la guerre froide, en matière de provocation contre les Russes en matière de navale, notamment en matière de sous-marins, c'était la Royal Navy britannique. Et qui faisait des choses véritablement de voyous, de gangsters, qui cherchaient la bagarre, et qui auraient pu déclencher des holocaustes nucléaires. Il fallait que les Américains, la marine américaine leur dise de se calmer. C'est assez similaire avec ce qu'on peut avoir vu là ces derniers mois, parce qu'on s'est rendu compte très rapidement que dès que des discussions de paix étaient plus ou moins engagées, à l'époque c'était encore Boris Johnson qui était Premier ministre britannique, tout de suite il venait court-circuiter les négociations. Absolument. Absolument. Quant à la Pologne, alors là, c'est un cas qui est beaucoup plus ancien. On peut pas faire l'économie d'un véritable petit cours d'histoire. La rivalité entre les Polonais et les Russes, elle date du Moyen Âge, notamment parce que l'Église catholique s'est servie de la Pologne comme une sorte de front, au sens militaire quasiment, de front pionnier, destiné à faire des croisades contre les païens de Lituanie, mais également contre les orthodoxes. Et l'Église catholique polonaise est véritablement, s'est considérée pendant des siècles comme étant en croisade contre les orthodoxes. Plus que contre les Turcs. D'accord. C'était plus obsessionnel chez eux que la lutte contre le Turc. Bon. Et puis, il faut savoir qu'au XVIe et XVIIe siècle, la Pologne était un grand empire qui était la Pologne-Lituanie, qui s'étendait de la mer Baltique à la mer Noire, jusqu'à Odessa. C'est-à-dire toute l'Ukraine occidentale actuelle était polonaise. C'était un immense empire. Pour parler vulgairement, vous me pardonnerez, mais la Pologne était à ces époques-là, on est au XVIIe donc, le grand impérialisme régional qui emmerdait tout le monde dans la région. Et la Russie était une petite puissance qui devait faire attention, être prudente, marcher sur des œufs, etc., etc. Et c'est à force d'avoir cette politique extrêmement arrogante et une gestion interne des populations, y compris de la leur, particulièrement vigoureuse et stupide, parce qu'il peut y avoir des vigoureux intelligents aussi. Mais là, c'était vigoureux et stupide. La noblesse polonaise, ceux qu'on appelait les pan, les polski pan, étaient avec leurs paysans, mais ignobles et stupides, c'était abominable. Et notamment avec leurs paysans ukrainiens. C'est pour ça que la Pologne, qui s'oppose aujourd'hui un grand défenseur de l'Ukraine, ça me fait doucement rigoler. Parce qu'il faut savoir aussi, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les maquis polonais dans certaines régions où les deux populations, polonais et ukrainiens, se chevauchent, se mélangent, les résistants polonais et les résistants ukrainiens se massacraient mutuellement des villages avec les populations dedans. Et le tout sous les yeux des Allemands. Et qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Voilà. Donc, vous voyez, il y a ça de la Pologne. Et les fameux 3 partages de la Pologne au XVIIIe siècle entre la Prusse, la Russie et l'Autriche, les Polonais aujourd'hui disent « nous sommes martyrs », mais alors c'est pas le peuple polonais, le malheureux, il est pour rien, c'est pas le peuple polonais, c'est les oligarchies polonaises qui ont été d'une bêtise. C'est eux qui ont créé les conditions de l'éradication de leur pays pendant un siècle et demi. Ça, bon. Et ensuite,
On voit, quand on recrée la Pologne en 1918, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est d'attaquer l'URSS. Et c'est eux qui déclenchent les hostilités. Ensuite, dans les années 30, ils sont alliés avec Hitler pendant une partie des années 30, jusque peu de temps avant que les Allemands ne les attaquent. Mais ça leur a pas porté chance. Ça leur a pas porté chance. Ils sont alliés avec Hitler parce qu'ils rêvent d'une alliance militaire avec Hitler pour aller casser la gueule aux soviétiques. Bon, ils ont des élites. Et ça, c'est depuis longtemps. Dès le 19e siècle, il y a un ami qui a retrouvé l'autre jour une citation dans une lettre de Karl Marx à Engels, qui dit alors je la cite de mémoire, les dirigeants polonais, les élites polonaises, je ne sais plus, ont l'habitude historique de prendre courageusement des décisions stupides. Voilà, donc, et encore aujourd'hui, on sait que une partie des oligarchies dirigeantes en Pologne sont en train de réétudier, enfin de fantasmer c'est un de leurs objectifs un peu lointains, une reconstitution de la Grande Pologne du XVIIe siècle. En reprenant le projet qui a été élaboré en 1918, à l'indépendance de la Pologne, de reprendre, là encore, de reconstituer cette Grande Pologne. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible, en cas d'effondrement total de l'Ukraine, que les troupes polonaises entrent en Ukraine occidentale et tentent de s'en emparer. Ce qui permettrait de relativiser grandement le soutien polonais à l'Ukraine. C'est une des hypothèses, je ne dis pas que c'est possible. Peut-être que les Américains ne les laisseront jamais faire, etc. Mais quand on voit que la Pologne s'est créée ces dernières années avec des achats d'armes et tout ça, une des armées probablement les plus puissantes d'Europe, si ce n'est la plus puissante, hormis l'arme nucléaire bien sûr, Bien sûr. Je pense qu'ils seraient tentés de le faire. En cas, je vous dis, d'effondrement de l'Ukraine. Mais en cas d'effondrement de l'Ukraine, je pense que les Slovaques et les Hongrois et les Roumains seraient eux aussi tentés de récupérer des morceaux d'Ukraine occidentale qui sont peuplés de Slovaques, de Hongrois et de Roumains. Bien sûr. Parce que cette histoire d'Ukraine, on n'arrête pas de nous la présenter de façon hyper simple, alors que c'est une des régions les plus complexes de toute l'Europe. Et Dieu sait s'il y en a des régions complexes en Europe. Mais alors là, c'est même presque plus compliqué que certains problèmes du Moyen-Orient, c'est vous dire. C'est un redécoupage. Ce que vous êtes en train de souligner, finalement, c'est que le découpage territorial de l'Ukraine, il est très éloigné du découpage des populations qui s'y trouvent. Je ne fais pas partie de ces gens qui disent que la nation ukrainienne n'existe pas. Je pense qu'elle existe. Mais plus encore depuis un an. D'un certain point de vue. Oui, elle existe, mais pas de façon aussi simpliste qu'on l'imagine. D'abord, c'est une nation qui se cherche depuis 2 siècles. C'est une nation qui se cherche, qui est en passe de se trouver d'ailleurs. Et l'invasion russe y a aidé grandement, bien sûr, jusqu'à présent. Mais la vraie Ukraine, quand on réfléchit bien, historiquement, c'est l'Ukraine occidentale. Il y a la région de Lvov, enfin Lviv en ukrainien, qui est proche des frontières polonaises, hongroises et slovaques. Et c'est une région qui, avant 1914, d'ailleurs, n'était pas russe, n'appartenait pas à l'Empire russe. C'est la région austro-hongroise. Et qui est, en plus, dont la religion est uniote, c'est-à-dire des orthodoxes passés au catholicisme, mais qui conservent le rite orthodoxe. C'est là où ça devient complexe. Bon. Le reste de l'Ukraine, tout le centre de l'Ukraine, Kiev et tout ça, on ne parle pas un vrai ukrainien, on parle un sabir qui est un mélange d'ukrainien et de russe. Et tout l'est de l'Ukraine, en revanche, c'est globalement russe. Bien sûr. Et ça a été donné d'ailleurs à l'Ukraine, par une décision administrative totalement bureaucratique, par Lénine, qui voulait abaisser le chauvinisme grand russe, qu'il détestait. Bon, mais c'était russe. La Crimée, ça n'a jamais été ukrainien. C'était turc et tatar, avant le XVIIIe siècle, avant que Catherine la Grande, l'impératrice de Russie, ne s'en empare. Et ensuite, c'est russe, c'est conquis, c'est russe, c'est soviétique, mais à l'intérieur de l'Union soviétique, ça dépend de la Russie, et c'est en 1954
que Khrouchtchev, là encore par une décision purement bureaucratique, décide de la rattacher à l'Ukraine. Mais c'est tout. Bien sûr. Donc il faut comprendre que, par exemple, sur la question de Crimée, les Russes disent « on ne bougera pas ». Et ils peuvent mettre en jeu, sur la question de la Crimée, ils peuvent mettre en jeu l'utilisation d'armes nucléaires. De même que, dans un cas d'effondrement de l'Ukraine, qui est un des scénarios, qui n'est pas forcément le scénario le plus probable, mais dans le cas d'une invasion, d'un effondrement total de l'Ukraine, et pas uniquement de son armée, quand je parle d'effondrement, c'est un effondrement politique, social et militaire. On peut imaginer par exemple que l'armée russe, rentre dans le vide, dans le ventre mou, que les Polonais fassent ce que j'ai imaginé tout à l'heure. Qui récupèrent une partie. Voilà, et que du coup les Polonais et les Russes rentrent en contact, concrètement sur le champ de bataille, sur le terrain. Et là, ça peut donner lieu à des incidents qui peuvent dégénérer très gravement. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, un tout petit peu en arrière et à ma toute première question. Aujourd'hui, sur le plan militaire, Oui. Comment peut-on évaluer l'action des troupes russes? Parce qu'on a beaucoup de mal à comprendre quel était l'objectif initial sur le plan territorial de la Russie. Et de ce fait, si on n'a pas compris ça, c'est très difficile d'évaluer la réussite ou l'échec des troupes russes aujourd'hui. C'est justement une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que Poutine et pas uniquement Poutine l'individu, il ne faut pas trop psychologiser et personnaliser ce genre de processus. Qu'est-ce qu'il avait exactement dans la tête le 24 février dernier? C'est la question. Vraisemblablement, il voulait dégager Lugansk et Donetsk, les deux régions. Il voulait établir une continuité géographique avec la Crimée, sur la côte de la mer Noire. Bon. Récupérer donc Mariupol, voilà. Ce qui a été fait. Est-ce qu'il avait l'intention de conquérir entièrement le pays? Non. Non, vraisemblablement. Alors pareil, on n'est pas dans sa tête. Mais ils ont envoyé seulement, à ce moment-là, il y a un an, ils ont envoyé seulement 150 000 hommes. Et on ne s'empare pas militairement d'un pays aussi grand que l'Ukraine avec 150 000 hommes. Parce que certains ont dit que Vladimir Poutine voulait faire tomber le régime de Kiev, faire tomber Zelensky, et donc aller jusqu'à la capitale. Oui, mais peut-être parce qu'il pensait qu'il rentrerait comme dans du beurre, que les choses allaient s'effondrer, qu'une partie de l'armée et tout ça... Mais est-ce que c'est vrai, ça, justement, ou est-ce que c'est un fantasme occidental? On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être qu'il voulait simplement faire une opération de bluff, de police, et en pensant que ça allait passer, et puis finalement non. Il y a eu en tout cas, vraisemblablement, une énorme erreur des services secrets soviétiques, russes, vous voyez, pas mal le lapsus, mais une énorme erreur. Alors, est-ce que c'est au niveau des services secrets militaires, le GRU? Est-ce que c'est au niveau des services secrets du FSB ou du SVR? On ne sait pas. Mais quel type d'erreur? De croire que ça allait bien se passer. Donc, pour vous, les renseignements dont disposait Vladimir Poutine laissaient entendre que la manœuvre serait plus facile qu'elle ne l'est réellement? Selon toute probabilité, oui. Selon toute vraisemblance, oui. Peut-être que les renseignements lui disaient vous inquiétez pas, l'armée ukrainienne est prête à basculer de notre côté, en tout cas des pans entiers de celle-ci. Bon, il y a eu vraisemblablement une erreur de renseignement terrible. Et alors, moi, avec possibilité, j'en discutais avec Jacques Sapir, que cette erreur du renseignement soit aussi, c'est une des possibilités, encore une fois, on n'a rien à affirmer de façon certaine, avec une des possibilités que cette erreur, ils aient été induits dans cette erreur. Bien sûr. Qu'ils aient été manœuvrés, manipulés, intoxiqués, pour les pousser à la faute.
Et alors Ça existe, paradoxalement, ça. on a aussi, on a vu, il y a eu plusieurs scandales, je pense notamment à la ville de Boutcha, où on a eu un défilé de personnalités européennes, notamment Ursula von der Leyen, qui était très choquée par ce qu'elle voyait, alors qu'elle ne voyait pas grand-chose. On a le sentiment également que... On a vu Kamala Harris, là, très récemment, à la conférence sur la sécurité à Munich également, qui parle de crimes de guerre. On a le sentiment aujourd'hui que les termes de crimes de guerre ne veulent rien dire, sinon des crimes commis pendant une guerre. Et on a le sentiment aussi que, quelque part, la Russie est un peu écrasée dans le point de vue occidental, qui d'un côté va parler de crimes de guerre aussitôt que 2 civils, malheureusement, seront victimes d'un bombardement ciblé, etc., etc. Et d'un autre côté, on va dire, ah bah regardez, Poutine a échoué parce que finalement, il a pas réussi à récupérer cette ville, ou il a pas... Donc on a l'impression que quoi qu'il fasse, de toute façon, ça arrivera à une opération de dénigrement, parce que finalement, soit il fait trop de morts, soit il en fait pas assez. Tout à fait. Tout à fait. C'est... La propagande occidentale atteint un point de délire, de toute façon, toute guerre Bien sûr. voit les libertés de la presse restreintes et la propagande prendre le pas, bien sûr. Mais là, ça atteint des points de délire. Et vous savez, le crime de Boutcha, moi, je ne sais pas. C'est possible que ce soit des soldats russes qui l'aient commis. C'est tout à fait possible. Ils en ont commis d'autres, à travers leur histoire. Donc, bon, oui, c'est possible. Et puis, de toute façon... Les armées qui commettent aucun crime en cas de guerre, j'en connais pas beaucoup. Ensuite, on nous parle des crimes russes, mais il faudrait aussi parler des crimes ukrainiens qui bombardaient délibérément les écoles et les hôpitaux dans la République du Donbass depuis 2014. Vous voyez ? Donc, à crime ennemi. Mais pour en revenir à Boutcha, il est fort possible que ce soit les Russes, il est fort possible que ce ne soit pas les Russes. On ne sait pas. Moi, le problème, c'est qu'on ne sait pas, qu'une enquête est censée être ouverte et que personne n'attend le résultat de cette enquête. Et ben voilà, on l'attend, cette enquête. Mais vous savez, il y a des précédents. Regardez les charniers de Timisoara en 89. On a déterré des corps, voilà, puis on a fait venir des caméras. Regardez l'affaire des couveuses à Kuwait City en 90. Faut peut-être la rappeler aux téléspectateurs. Mais lors de l'invasion du Koweït en 1990, les troupes irakiennes sont rentrées dans Kuwait City et le bruit a couru très vite qu'ils étaient rentrés dans des maternités et ils avaient arraché des bébés et des couveuses, donc les tuant automatiquement quasiment, pour récupérer les couveuses et les envoyer en Irak. Tout cela raconté par une jeune femme. Et le tout a été raconté devant une commission d'enquête du Sénat américain à Washington, par une Koweïtienne en larmes, qui jouait très bien son rôle, et qui était finalement... qui se présentait comme étant une infirmière, qui avait réussi à s'échapper de cette maternité, et on a su après que c'était la fille de l'ambassadeur koweïtien à Washington, et que tout ça avait été monté de toutes pièces par une agence de com américaine, que l'État koweïtien avait racheté peu avant la guerre. Bon, donc, des faux crimes, il peut y en avoir. Donc, Boutcha, moi, tant que j'aurai pas de vrais... résultat d'enquête indépendante. Indépendant et solide, moi, je ne sais pas si c'est les Russes. Alors, je vous propose, Laurent Henninger, d'écouter un petit extrait du discours de Vladimir Poutine qu'il a prononcé mardi, le discours à la nation russe, on l'écoute. Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на Киев... La responsabilité de l'alimentation du conflit ukrainien, de son escalade et du nombre de victimes incombe entièrement aux élites occidentales et bien sûr à l'actuel régime de Kiev, pour qui le peuple ukrainien est essentiellement un étranger. Le régime ukrainien actuel ne sert pas ses intérêts nationaux, mais ceux de pays tiers. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent, c'est du langage direct, une défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour nous, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie en finir avec nous une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire qu'ils ont l'intention de transformer un conflit local en une confrontation globale. C'est ainsi que nous le comprenons et nous réagirons en conséquence.
Ils ne se rendent même pas compte que sur le champ de bataille, il est impossible de battre la Russie. Et c'est pourquoi ils mènent contre nous des attaques informationnelles de plus en plus agressives. Ils utilisent les jeunes et mentent en permanence. Ils déforment les faits historiques. Ils s'en prennent à notre culture, à l'Église orthodoxe, à d'autres organisations religieuses traditionnelles de notre pays. Voyez ce qu'ils ont fait avec leur propre peuple. Ils ont détruit la famille, la culture, l'identité nationale. Alors moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le discours de Vladimir Poutine, c'est qu'on a entendu les commentateurs français qui ont expliqué que c'était un discours incroyablement offensif, incroyablement violent. Moi, de ce que j'ai entendu, c'est tout l'inverse. Ah oui. C'est un discours de victime. C'est un discours de pays qui est agressé par un Occident décadent, si on veut, etc., etc. Mais c'est pas du tout un discours offensif. Ah non. Non, moi je ne trouve pas que ce soit un discours offensif. Bon, de toute façon, après ce qu'on vient de dire, vous et moi, on est d'ores et déjà classés comme des agents de Poutine. Hein. Oui. Bon, moi, ça fait un moment. Moi aussi. Ne vous inquiétez pas. Moi aussi. Mais j'aimerais bien d'ailleurs être un agent. Peut-être que j'aurai un peu moins de problèmes de soucis financiers, mais bon, c'est... On n'est pas assez performant. Quoi. Non, c'est ça. Oui, moi j'ai pas beaucoup de sympathie pour le régime de Poutine, mais... Le régime de Poutine ? Oui, le régime. Oui, je suis modérément, favorable. Vous dites le régime de Zelensky aussi ou... Ah non, mais Zelensky c'est autre chose. Je vais y revenir. Je suis modérément d'accord avec le régime de Poutine, mais là, dans cette affaire de conflit ukrainien, moi, je les soutiens pleinement. Hein. C'est eux qui ont raison. Et là, effectivement, c'est un discours non pas de victime, parce que dans le côté victime, il y a un côté larmoyant et passif et doloriste presque. Là, c'est un discours d'agressé, mais d'agressé viril, au sens originel du terme, c'est-à-dire romain. Rien à voir avec le machisme, n'en déplaise à certains commentateurs. La virilité, pour moi, est une qualité qui n'est pas sexuée. Une femme peut être virile. Je ferme la parenthèse. Mais c'est un discours de pays agressés qui se regroupent et effectivement, là, il joue son rôle de politique aussi en appelant à l'unité nationale. Bon. Et cette critique de l'Occident, alors qu'on a quand même un peu caricaturé là aussi dans les commentaires, voire même dans les traductions, est-ce que pour vous, c'est vraiment la signature en fait d'une fracture qui va être très difficile à reconstituer entre deux mondes finalement? Oui, enfin ça va pas être... la fracture, elle est globale. Elle sera difficile à reconstituer, je suis d'accord avec vous. Il y a entre deux mondes, je suis d'accord avec vous. Mais elle porte pas que là-dessus. Elle est globale de toute façon. Vous savez, dès qu'on parle de la Russie, et ça fait longtemps que je l'ai remarqué, les gens en Occident deviennent hystériques. Soit historiquement russophiles, en les divinisant, les déifiant, en les idolâtrant, soit en faisant des démons d'une perversité folle, cherchant à conquérir le monde et ne disant jamais la vérité. Je veux dire, c'est un pays comme les autres, la Russie, avec ses spécificités. Oui, mais tout pays a ses spécificités, toute culture a ses spécificités, qui fait des saloperies, qui fait pas que des saloperies, je dirais un peu comme tous les pays. C'est des gens normaux, voilà. Les élites russes sont ce qu'elles sont, les oligarchies russes sont ce qu'elles sont, d'accord, bon... Vous savez, les oligarchies françaises, elles ne sont pas brillantes non plus. Ça ne nous aura pas échappé. Voilà, bon. Quant à l'Ukraine, alors là, effectivement, je viens de critiquer le régime de Poutine. Mais parlons du régime ukrainien. Je vais éviter de trop me pencher sur Zelensky, parce que je pense que de toute façon, c'est pas le pire dans les oligarchies dirigeantes de l'Ukraine. C'est vraiment pas le pire. Il joue à fond, étant donné que c'est un comédien de profession, donc un histrion. Il joue à fond son rôle
deux comédiens, il joue sa partition dans les médias occidentaux et on le voit partout et il est sur scène, hein. Il est sous les caméras et sur scène, donc je pense qu'il prend son pied de ce point de vue-là, hein, en tant que comédien, c'est parfait. Mais c'est pas le pire sinon, hein. D'ailleurs il avait été élu à la base, sur la base d'une lutte contre la corruption. Et puis surtout d'une paix véritable, d'un règlement avec la Russie, hein. Et il le voulait sincèrement lui en plus. On se rappelle quand même d'une vidéo, on en a parlé la semaine dernière avec mon invité Thierry Mariani, d'une vidéo où Vladimir Poutine expliquait en gros qu'il espérait le respect des accords de Minsk et où Zelensky lève les yeux au ciel très clairement et montre qu'il ne compte pas trop dessus. Oui, mais là c'est après. Là il a déjà été élu. Ah oui. Là il y a cette vidéo. Moi je vous parle d'avant, au moment de son élection. Et qu'est-ce qui a changé alors? C'est lui qui a menti au départ ou c'est son entourage qui lui a fait changer d'avis? Je pense, là encore, j'ai pas une petite souris, j'étais pas présent dans la salle, hein. Je pense que c'est son entourage et des pressions qui l'ont fait. Et puis l'Ukraine, rappelons-nous que des organismes de classement économique et financier international, avant la guerre, considéraient l'Ukraine comme le pays le plus corrompu du monde. Alors oui, il y a de la corruption en Russie, énormément même, c'est vrai. C'est vrai que les oligarques russes sont pas des gens très sympathiques. Mais l'Ukraine, en comparaison, c'est... Et puis on peut quand même reconnaître à Vladimir Poutine qu'il a plutôt combattu la corruption des oligarques. En plus. Mais j'ai vu une vidéo récemment d'oligarques ukrainiens à Courchevel faisant la fête. C'était d'une vulgarité, mais c'était des mafieux, c'était des porcs qui faisaient la fête, hein, c'était abominable. Bon, et puis avec tous les bruits qu'on courut encore jusqu'il y a peu de temps sur le fait qu'une partie de l'aide militaire occidentale était détournée en Ukraine pour être vendue sur le marché international clandestin de l'armement. Bon. Alors, il y a un point qui est très intéressant. J'aimerais bien qu'on s'arrête quelques secondes, enfin quelques minutes même, sur la question de l'impérialisme. Est-ce que pour vous, la Russie est un empire? Est-ce que Vladimir Poutine a une vocation impérialiste? Est-ce qu'il a une vocation à s'étendre? Parce que finalement, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que la Russie a voulu défendre les populations du Donbass, mais je fais l'avocat du diable. Force est de constater que la Crimée, c'est bien la Russie qui l'a récupérée, que ce soit légitime ou pas légitime, que ce soit historiquement justifié ou pas, mais c'est la Russie qui l'a récupérée. Mariupol, aujourd'hui, est sous domination russe. Il y a une partie du Donbass, il y a 20% du territoire ukrainien qui a été récupéré, en gros. Bon, le gain de territoire, il est du côté russe. Ça, c'est indéniable. Est-ce que pour autant, c'est une volonté expansionniste et impérialiste de Vladimir Poutine qu'il y a derrière? Oui, mais comme je l'ai dit sur un autre média, oui, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que les mots expansionnisme et impérialisme veulent dire tellement de choses différentes. Absolument. Il faudrait les définir très précisément. Il faut être beaucoup plus précis que ça. Dire la Russie est un impérialisme, l'Amérique est un impérialisme, donc finalement c'est deux impérialismes qui s'affrontent et puis basta, que le meilleur gagne. Non, c'est pas les mêmes. On compare ces deux impérialismes comme si on comparait, je sais pas moi, un fiacre et une Maserati. Ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas la même nature. L'impérialisme russe est un impérialisme, et ce, même du temps du tsarisme, est un impérialisme de type romain. Je vous rappelle quand même que la Russie est quelque part, à travers l'Église orthodoxe, un descendant de l'Empire byzantin, que Moscou a souvent été appelé à cette époque-là la Troisième Rome, que le tsar, parce que les Russes ne disaient pas le tsar, mais le tsar, c'est un mot russe qui est déformé du latin César. Bon, c'est un impérialisme de type romain, c'est-à-dire un impérialisme assez archaïque, de type agraire. Agraire parce qu'il pense en termes de kilomètres carrés et de superficie. Ça tombe bien, vu le territoire. Voilà. Et qui intègre les peuples différents. Plutôt bien, d'ailleurs. Ça se passe... Fédération de Russie, bien sûr. Voilà, mais même à l'époque tsariste, d'ailleurs. Bon. C'est un empire à l'asiatique. À la romaine et à l'asiatique, à la fois.
Je veux dire, il y a des Tatars en Russie qui ont leur république à eux, où l'islam est la religion majoritaire. Il y avait même une république juive qui avait été créée par Staline. Il y avait tout un tas de choses de genre. Et ils n'étaient pas forcément opprimés. Ils ont pu l'être à un certain moment. Mais c'était parce qu'ils étaient oppositionnels. Pas parce qu'ils étaient d'une autre nationalité. Vous voyez ? D'accord. Et c'est un impérialisme, un empire, qui cherche également, en dehors de ses frontières cette fois-ci, qui cherche à contrôler ce que Poutine appelle l'étranger proche, c'est-à-dire les frontières. Point final. Les pays qui sont à contrôler ou à maîtriser, à gérer, quoi. Influencer, neutraliser éventuellement quand ils ne peuvent pas faire mieux, les pays qui sont sur leurs frontières, autour d'eux. Et quand ils le peuvent, bien sûr, ils ne peuvent pas le faire avec la Chine, par exemple. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'ils sont intervenus en Géorgie en 2008, c'est pour ça qu'ils interviennent en Ukraine, qu'ils tiennent quasiment le régime de Loukachenko en Biélorussie, que tout au long de la guerre froide, la Finlande avait été neutralisée, tout en étant parfaitement indépendante. À l'Ouest, souvent, on disait que la Finlande était une espèce de colonie soviétique. C'est pas vrai. Les Finlandais étaient tout à fait indépendants, et ils y tenaient, et ils se considéraient comme insultés quand les Occidentaux disaient Bien ça sûr. d'eux. En plus, ils avaient une petite armée à l'époque, sous la guerre froide, qui aurait donné du fil à retordre à la Russie. Si toutefois la tentation avait pris Moscou d'envahir la Finlande. Mais c'est l'étranger proche. En dehors de ça, rien d'autre. Ils ne veulent pas conquérir l'Europe occidentale, encore moins la Pologne, de toute façon ça serait une boucherie. Ils ne veulent pas conquérir l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, ils ne veulent pas conquérir le monde. Mais justement, est-ce que c'est pas un peu le problème de l'époque? C'est qu'on calque un peu trop, comme vous dites, il n'y a pas d'impérialisme, il y a plein de modes de gouvernance et d'ambition impérialiste. Est-ce que finalement, on n'a pas tous à l'esprit l'Empire américain, Si. et donc on met l'Empire américain collé sur la Russie? Évidemment que c'est ça. Vous savez, en psychanalyse, ça porte un nom. La version accusatoire. Non, ça c'est en rhétorique. En rhétorique, l'inversion accusatoire. Non, en psychanalyse, ça porte un nom, ça s'appelle une projection. Oui. Oui. On projette sur l'autre ce qu'on est soi-même. Non. Non. L'autre est différent, il n'est pas obligatoirement ton reflet, ton image. L'autre, il est différent. Il n'aspire pas forcément à la même chose. Il n'aspire pas forcément à la même chose que toi. Mais le pays qui est impérialisme au niveau planétaire, qui a plus de 800 bases sur l'ensemble de la planète, c'est les États-Unis, il n'y en a pas d'autres. Qui a un budget militaire qui est plus grand que l'ensemble de tous les autres budgets militaires du monde, autre que le sien. C'est l'Amérique. C'est l'Amérique qui contrôle l'Europe, qui contrôle l'Amérique latine, etc., etc., et depuis longtemps. Donc, je suis désolé, mais on ne peut pas mettre un signe égal et voir un danger. Alors, excusez-moi, mais alors c'est très égoïste ce que je dis, mais surtout pour nous, Français, on n'a aucun risque de voir une invasion militaire russe sur notre territoire. Les Allemands. On pourrait vous répondre qu'on a peu de chances de voir une invasion militaire américaine. Qui sait? Alors là, qui sait? C'est vrai qu'ils ont débarqué en Normandie. Oui, non, mais vous savez, si un jour il y a une détérioration grave de la situation politique et sociale en France, avec une guerre civile entre le peuple français qu'en a marre, gilets jaunes ou autres, et oligarchie de gauche ou de droite libérale bien pensante qui s'affrontent, il n'est pas impossible qu'on voie une intervention de l'OTAN sur les territoires français. C'est pas impossible. En tous les cas, les textes le permettront, quoi. Oui, absolument. Les textes et les moyens militaires également. Ça sera facile à faire.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur une autre opposition. Là, on a fait un peu la question des empires et les États-Unis et la Russie. Évidemment, la Russie, elle est aussi juste à côté de la Chine, vous l'avez dit tout à l'heure. On voit bien qu'aujourd'hui, la question de la paix n'anime pas énormément nos dirigeants occidentaux. Aujourd'hui, c'est la Chine qui finalement arrive avec un plan. Alors, il vaut ce qu'il vaut, mais au moins, on voit qu'il y a un grand pays sur l'échiquier mondial qui cherche à ramener la question qui semble quand même fondamentale dans tout cela, la question de la paix. Aujourd'hui, comment analysez-vous le comportement de la Russie à l'égard de la Chine? Est-ce que ce sont deux pays qui finalement arriveront davantage à se comprendre que cet Occident et cette Russie qui est toujours dans un état de bras de fer un peu permanent? Alors là, c'est des pronostics à long terme qu'il faut faire et donc c'est très casse-gueule, hein, pour parler franchement. Sur le long terme, la Chine lorgne sur la Sibérie, qui est sous-peuplée et qui est gorgée de ressources naturelles. La Chine est surpeuplée et manque dramatiquement de ressources. Donc la Chine lorgne vers la Sibérie réellement. Alors, est-ce qu'elle, pour cela, est-ce qu'elle devra conquérir militairement la Sibérie ou est-ce qu'elle pourra, par le biais d'accords multiples avec les Russes, en exploiter les ressources? Je pense qu'ils s'orienteront vers la deuxième possibilité. Oui, bien sûr. Mais c'est sur le long terme. Hein. Je pense que là, la Chine, qui jusqu'à présent était très distanciée par rapport à ce conflit ukrainien, qui 2-3 fois avait fait des déclarations ou laissé fuiter des déclarations qui pouvaient laisser croire qu'ils s'en foutaient complètement et qui pensaient que la Russie allait perdre. Là, depuis quelque temps, ils sont en train de revenir dans l'arène du conflit russo-ukrainien, alors par la petite porte, pour l'instant ils sont encore dans les tribunes, bon. Mais à la fois, ils ont laissé entendre qu'ils pourraient commencer bientôt à ravitailler la Russie en armement. Et Ce qui n'a pas ravi les Américains, d'ailleurs. Pardon ? Ce qui n'a pas ravi les Américains. Bien sûr que non. Et en même temps, avancer diplomatiquement en se posant comme arbitre, comme dispensateur de bons offices en vue de négocier, d'aider à la négociation d'une paix. Enfin, c'est un rôle que personne ne semble en mesure de jouer pour le moment. Voilà, donc eux, ils essayent. Ça les pose au niveau international. Ça contrarie sérieusement les Américains. Mais pour l'instant, c'est ça que je vois. Pour l'instant, ils n'ont pas du tout choisi ce dont je parlais il y a une minute, à savoir l'affrontement avec la Russie. Cet affrontement avec la Russie, de la Chine avec la Russie, pour l'instant, il est du domaine de la science-fiction. D'une science-fiction relativement réaliste, hein, c'est pas la guerre des étoiles, mais pour l'instant, c'est vraiment pas l'ordre du jour, je pense. Non, pour l'instant, ils veulent aider la Russie, parce que je pense qu'ils ont compris que si les Occidentaux triomphent dans cette histoire et démantèlent la Russie, ça va être... d'abord, ils vont être d'une arrogance absolument... ça va être la grenouille qui va enfler d'arrogance, jusqu'à exploser. Mais ça va les renforcer aussi. La Chine n'y tient pas trop. N'y tient pas trop. J'aimerais vous faire écouter, si vous voulez bien, un petit extrait d'Alain Juillet que j'ai reçu il y a quelque temps. Il parlait de la question économique, mais j'aimerais avoir votre réaction. On assiste, et ça c'est fondamental pour les 30 prochaines années, pour la première fois depuis Bretton Woods, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis les accords de Bretton Woods, on voit que les gens commencent à accepter de déroger à une règle intangible. Avant, on payait toutes les énergies en dollars, au niveau mondial. Or, la Russie vend en roubles, que ça nous plaise ou ça ne nous plaise pas. L'Arabie Saoudite, Ben Salman, vient d'annoncer que lui, il accepte que les Chinois le payent en yuan. Bon, l'Inde accepte de payer en euros, c'est-à-dire que tout le commerce des énergies qui était en dollars est en train de basculer. Or ça,
C'est extrêmement important parce que le dollar l'Amérique a un déficit abyssal, mais c'est le dollar. Le dollar étant international, la monnaie de référence, c'est nous qui payons le déficit américain. Il peut être énorme. Ils s'en foutent, c'est nous qui payons. On répartit ça. À partir du moment où le dollar ne sera plus la monnaie de référence, l'inflation sera aux États-Unis terrifiante parce qu'il faudra financer le déficit. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, cette observation ? Qu'il a raison. Et que c'est très judicieux, ce qu'il a dit, très intelligent, très juste. Je ne suis pas assez compétent sur les questions économiques et a fortiori financières pour l'approuver aveuglément, mais oui, c'est très juste. Il implique qu'il y a un déclin, il y a une crise de ce fameux impérialisme américain. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il va s'effondrer demain matin. Bien sûr. Vous savez, une crise de genre, et là c'est l'historien qui vous parle, ça peut prendre un siècle, ça peut prendre 50 ans. Voilà. L'Angleterre, elle a tenu un siècle avant qu'on s'aperçoive que son empire était fini. Mais déjà, sous Victoria, c'était déjà le début de la décadence. Ce qu'on croit être l'ère victorienne, on dit « Ah, c'est l'ère d'apogée de la puissance britannique et tout ça », mais c'est déjà le début de sa décadence, en fait. La vraie apogée britannique, c'est le XVIIIe siècle. Oui, il y a toujours un décalage entre le moment où on le voit et le moment où c'est initié. C'est ça, c'est ça. Et là, je pense que le déclin des États-Unis est initié, sérieusement. Et ça, cette info-là, elle est vraiment très importante. Mais c'est très intéressant ce point, parce que finalement, on a le sentiment que les Américains sont en train de se tirer une balle dans le pied, parce que ils repoussent, quoi qu'on en dise, la Russie vers la Chine, ce qui va favoriser l'émergence de nouvelles puissances. Et là, je m'avance beaucoup, je fais une formule, mais on a l'impression que c'est la fin de ce monde avec l'hégémonie américaine et les autres qui courent derrière, quelque part. Oui et non. Oui et non, parce que j'essaie de me placer du point de vue des Américains. Ils y croient encore, leurs oligarchies y croient encore. C'est ce qui les différencie de l'Europe, sans doute. Oui, et ils y croient encore, et en partie pour de bonnes raisons. Alors quand je dis leurs oligarchies, peut-être pas tout le monde, il y en a peut-être qui sont plus lucides que d'autres, ou plus pessimistes que d'autres, et qui y croient déjà plus. Et parmi la raison, c'est un peu ce que dit Alain Juillet, c'est too big to fail. Voilà, exactement. Et puis ils sont quand même animés par une certaine niaque, comme on dit dans le langage populaire, qui est très réelle, et qui à certains égards est admirable d'ailleurs. Mais comment dire, il croit de toute façon, il pense deux choses. D'une part, des affrontements militaires de type guerrier ou proto-guerrier, ou presque guerrier, enfin des affrontements un petit peu, même celui contre la Russie actuellement via l'Ukraine, qui est la chair à canon de l'Amérique. Oui, le peuple ukrainien est la chair à canon de l'Amérique. Ils aiment bien, parce que les États-Unis aiment bien avoir un ennemi. Ça leur est utile. Y compris parce qu'ils ont un punching ball. Imaginez un boxeur qui doit s'entraîner uniquement à faire du shadow boxing dans le vide, comme ça il va pas bien s'entraîner. C'est bien d'avoir un truc qui vous résiste un peu, ça vous forme. Et ça vous maintient en forme et ça maintient votre population dans la tension. Donc ça, c'est utile. C'est pour ça que quelquefois, même quand ils n'ont pas d'ennemis, ils s'en créent. Ils les fabriquent, s'il le faut. Oui. Souvent, oui. Donc il y a ça, mais il y a aussi le fait que leur utopie, parce que toute formation impériale, quelle qu'elle soit, c'est valable y compris pour les empires de type russe, romain ou n'importe quoi. Toute formation impériale a besoin d'une utopie. L'utopie américaine, c'est un monde américain. C'est un monde totalement américanisé, parce que de toute façon, les Américains sont un peuple quasiment autiste. L'autre n'existe pas. L'autre n'existe pas. Ou alors il existe, mais en fait, il a déjà envie d'être américain.
de devenir américain. Il y a deux types de peuples, les Américains et ceux qui voudraient l'être. Voilà. Et puis, s'il y a un troisième type, c'est ceux qui veulent pas. Et eux, à la limite, on les mettra dans des réserves indiennes. Vous voyez, dans des villes préservées qui seront des parcs à thème. Paris, Notre-Dame. Vous voyez, On leur livrera quelques caisses de bière. Voilà, de vin rouge. Ils auront tous un béret basque et un maillot à rayures, comme les Français que voient les Américains dans tous les clichés qu'on montre là-bas. Une moustache, ils danseront la Java. Et puis on dansera la Java devant les caméras des touristes américains. Humaines, ouais. Vous voyez Vous voyez, bon. C'est ça. Et en fait, ce qu'ils veulent à travers le monde, c'est qu'ils ont aboli. C'est pour ça aussi qu'ils font très peu de diplomatie. Parce que faire de la diplomatie, ça veut dire négocier avec un autre qu'on reconnaît comme étant un autre, et avec lequel on négocie d'égal à égal. Enfin, d'égal à égal, au moins formellement. Parce qu'effectivement, on n'est jamais totalement d'égal à égal. Il y en a toujours un qui est en position de force ou pas, mais on le reconnaît. Bon. Et ils veulent pas. Ils veulent pas faire diplomatie, parce que négocier la paix, c'est forcément négocier avec celui qui est son ennemi. On va pas négocier avec son ami. Vous voyez ? Et ça, c'est inimaginable pour eux. Et ce qu'ils veulent, c'est un monde où effectivement il n'y aura pas de guerre. C'est là où c'est contradictoire avec C'est un monde post-guerrier, en fait. C'est ça. Oui, oui. Un monde où il n'y aura pas de guerre, et donc pas d'armée, autre que la leur, bien sûr. Et où il n'y aura plus de diplomatie, il y aura des relations internationales. Et où les fauteurs de troubles seront des contrevenants, des délinquants, et ça se réglera par des opérations de police. En fait, c'est ça. C'est ça l'objectif. Si j'ai bien compris, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il ne va pas falloir compter sur les États-Unis pour réussir à remettre la paix en Ukraine. Ça dépend. Ça dépend. C'est possible que si ils y trouvent leur compte, parce qu'ils sont aussi capables d'être tout à fait pragmatiques. Ils sont capables de faire beaucoup d'idéologie, mais ils sont capables aussi d'être très pragmatiques. Les Russes aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Non, mais les Russes, on les imagine uniquement idéologues, y compris à l'époque du communisme, alors qu'en fait, même à l'époque du communisme, ils savaient être très, très pragmatiques à certains moments. Faut pas non plus les prendre pour des étudiants idéalistes et un peu allumés. S'ils y trouvent leur intérêt, s'ils ont trop peur que ça dégénère mal et qu'ils ne puissent plus contrôler le truc, s'ils ont vraiment peur que ça déclenche un holocauste nucléaire, si la Chine rentre trop dans le processus... Et tire son épingle du jeu. Pardon, et tire son épingle du jeu. Ils pourront rechercher la paix. Je sais que pour l'instant, ils laissent les Européens, les dirigeants européens, politiques, débordés d'hystérie anti-russe. Ils les laissent faire, mais vous remarquerez que dès que ces dirigeants européens disent une bêtise de ce point de vue-là, ils sont tapés sur les doigts par les Américains. Oui, et on pense aussi à une autre grosse bêtise quand Volodymyr Zelensky a dit qu'un missile était tombé... Exactement, exactement, et que c'était un missile russe. Pologne. Les Américains ont dit non, c'est pas vrai. Et même les Polonais, dans un deuxième temps... On dit non, c'est vrai. Oui. Oui, il y a plein de choses où les Américains essayent malgré tout, et pour l'instant ils parviennent plutôt bien, à garder le contrôle de leur... Et à rester sur le fil. Oui. Donc, qui sait si demain, ils ne voudront pas essayer de chercher la paix? Si, pourquoi pas? Vous savez, les deux utopies dont je parlais, c'est-à-dire l'idée d'avoir un ennemi pour faire la guerre, et l'idée en même temps de ne pas en avoir et d'être... ce sont des utopies. C'est-à-dire des sortes d'objectifs, des idéotypes, comme on dit en sociologie, des objectifs lointains et théoriques, et puis dans la réalité du quotidien et de la marche des affaires concrètes du monde, être très pragmatique et puis jouer au coup par coup aussi. Les deux sont possibles. Encore beaucoup de possibles alors? Oui, beaucoup. Trop peut-être, mais bon.
Merci beaucoup en tout cas Lorraine Ingert d'être venue sur TV Liberté pour nous offrir un éclairage différent, historique et différent. Je vous remercie beaucoup en tous les cas. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous aura plu. J'espère en tous les cas que vous allez la partager, la commenter juste en bas de cette vidéo et puis bien sûr cliquer sur le pouce en l'air. Vous le savez, je vous le répète à chaque fois, ça améliore le référencement et donc notre diffusion et notre succès. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt et portez-vous bien.